Nous allons maintenant faire des révélations à vous couper le souffle. Car cette affaire Epstein a fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire. Quand la vérité se saura, chers frères et sœurs, vous allez tous être ébahis. Vous allez tomber des nues. En effet, quel était le rôle de Nina Keïta dans souvent même la nomination de certains ministres? Savez-vous comment ce monsieur Charles Déby Kofi est mort? Savez-vous pourquoi Charles Déby Kofi a subi toutes les humiliations, les pressions, les menaces d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que sa nièce y avait sa main. En exclusivité ici sur Elvic TV, en compagnie d'Isaac Kofi, vous allez apprendre des choses. Bienvenue à vous qui vous connectez. N'oubliez surtout pas de liker et de partager. Parlez aux algorithmes. Rendez ce contenu viral pour que toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique puissent savoir ce que le régime du RDS, le régime de Alhaji Alassane Dramane Ouattara est en train de faire à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique tout entière. Vous êtes sur la voie de la résistance. Lisons ce message. Voici un des mails que Nina Keïta a échangé avec Jeffrey Epstein ou Epstein, comme vous voulez. Non, on va pas aller là-bas directement. On va pas aller. J'étais en train de parler des gens. Voilà, gardez un peu le souffle. On va encore tourner un peu avant d'arriver là-bas. Je parlais des gens donc qui sont aujourd'hui affectés. Ah oui, sa mort a un lien avec elle. Je vais vous décrire ça tout de suite. Donc ne partez pas. Partagez le direct, on va arriver là-bas. Mais avant qu'on arrive là-bas, sachez une chose. Ce n'est pas seulement le prince Andrew qui a été arrêté. Il y a d'autres puissants de ce monde qui sont en train de payer pour leur relation simplement avec Jeffrey Epstein. Comme par exemple ce monsieur. La Norvège vient de faire ce que le reste du monde ne fera pas. L'ancien premier ministre, trop jeune, Jacques Lang, a été placé en détention. C'est-à-dire le prince d'Angleterre arrêté dans cette affaire Epstein. L'ancien premier ministre de Norvège, un pays pétrolier, l'un des pays les plus riches d'Europe et du monde, lui aussi a été placé en détention, a été arrêté. C'était hier. Après que, voilà, excusez, je lis un peu mal, mes lunettes sont pas là. Aujourd'hui, après avoir perdu son immunité en raison de ses liens avec Epstein. Il était député, ils lui ont arraché son immunité parlementaire pour qu'il aille répondre de ses relations avec Jeffrey Epstein. Et ce n'est pas tout. Ça devient grave, cette affaire dans le monde. Alors on va comprendre pourquoi. Et pourquoi en Côte d'Ivoire, ces silences radio circulés, il n'y a rien à voir. Dans le milieu de la finance, je rappelle que Jeffrey s'est suicidé. Celui qui a présenté Nina Keïta à Jeffrey Epstein, qui est un Français, Luc Bruel, s'est aussi suicidé à la prison de la Santé à Paris. Et puis, vous avez ces arrestations, mais aussi des démissions. Déjà une première démission, mais il y a eu d'autres démissions avant. Mais il y a une première démission, et cette semaine même, quand l'affaire, les 3 millions de documents ont été publiés, quand l'affaire a commencé à prendre cette tournure qu'elle prend au niveau mondial. En raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, la directrice juridique de la banque américaine Goldman Sachs, Catherine Rumler, vient d'annoncer sa démission après la publication de nouveaux documents du ministère américain de la Justice mettant en avant ses liens avec Jeffrey Epstein. Ancienne avocate du financier, elle aurait entretenu avec lui une relation amicale jusqu'en 2019, peu avant sa mort en prison. Selon la presse américaine, elle ferait également partie des 3 personnes qui l'aurait contacté après son arrestation pour trafic sexuel de mineurs. Dans un communiqué, Catherine Rumler a expliqué vouloir éviter que l'attention médiatique ne porte préjudice à la banque. Son départ sera effectif le 30 juin. Elle démissionne en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. La directrice juridique de la banque américaine Goldman Sachs, Catherine Rumler. La directrice juridique, c'est-à-dire celle même qui allait à l'école de droit, peut-être à la Harvard Law School, elle démissionne parce qu'elle connaît les implications de rester à son poste. Ce n'est pas seulement salir le nom de la banque. La banque, si tu ne démissionnes pas, mais eux-mêmes vont te chasser. Eux-mêmes vont te chasser. Mais toi-même en tant que personne là,
qu'est-ce que tu as fait avec lui? Quelle affaire tu as fait avec lui? Est-ce que tu ne lui as pas présenté des filles comme l'a fait Nina Keïta? Alors cette dame a démissionné avant que ça ne vienne vers elle. Catherine a démissionné, c'est-à-dire elle a fui le danger avant que le danger ne vienne vers lui. Alors, chers frères et sœurs, regardez cette affaire. Il y en a qui pensent que c'est un buzz. Non, c'est pas un buzz. L'ONU vient de publier cet article. J'avais l'article, sinon j'allais vous le lire ensemble. Le communiqué de l'ONU. Je vais peut-être revenir là-dessus demain. Le communiqué de l'ONU a été signé par presque tous les responsables, les rapporteurs des Nations Unies. L'ONU dit que l'affaire Epstein, les actes commis pourraient constituer des crimes contre l'humanité, estiment des experts de l'ONU. C'est aujourd'hui même à Genève, en Suisse, l'ONU a affirmé que le crime ou les crimes, les actes, les viols des mineurs, les disparitions forcées, il y a eu des enfants qui ont été tués, des armes qu'il vendait, et tout le mal qu'il a fait, l'ONU dit ça peut constituer un crime contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, Chablé, Koudé, ils ont été envoyés là pour crime contre l'humanité. Ils ont été blanchis. Mais on nous dit que Jeffrey, qui était un associé du gouvernement du régime d'Alassane Draman Ouattara, commettait ou a commis des crimes contre l'humanité. C'est l'ONU qui le dit. Ce n'est pas Isaac Kofi qui fabrique. Voilà pourquoi mon métier, moi je viens avec les preuves. Un crime contre l'humanité. Donc Nina Keïta, qui a aidé Jeffrey à avoir des mineurs en Côte d'Ivoire pour leur faire subir des atrocités, peut être poursuivi même par la CPI, la Cour pénale internationale, pour complicité de crimes contre l'humanité. Vous voyez que l'affaire est en train de prendre des proportions. Ce n'est plus une petite affaire de non, les petites, je les aime fraîches. Oui, il y a Sadia qui est là-bas à Paris, tu peux la croiser. Non, Jeffrey, donne-moi 100 000 $, je vais aller libérer Karim Wade. Non, 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 non. On parle de crimes contre l'humanité. L'ONU dit les crimes de Jeffrey sont assimilables à des crimes contre l'humanité. Et j'ai le document. Désolé parce que il y a tellement de documents que je devais traiter aujourd'hui que je ne suis pas venu avec ça. Donc Nina Keïta, qui a trouvé des filles à ce monsieur, elle était son complice, elle voyageait avec lui. C'est donc une femme qui est complice de crimes contre l'humanité. Donc si l'ONU entérine ça au cours d'une réunion du Conseil de sécurité ou je sais pas, de droits de l'homme, ça va se passer directement à la CPI. C'est-à-dire c'est une affaire qui ne sera plus jugée dans les tribunaux. C'est-à-dire si Ouattara veut, faut pas, il va ouvrir enquête, mais il va avoir une enquête internationale pour crimes contre l'humanité qui va être ouverte à La Haye. Le procureur de la CPI va se charger de cette affaire. Dès cet instant, quand le procureur prend le dossier en main, vous devez savoir une chose, les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui ne prescrivent jamais. Un crime contre l'humanité est un crime à vie. Le jour où on met la main sur vous, vous venez répondre de cette affaire. Vous allez passer à la CPI, on vous met en cellule. Peut-être que les puissants de ce monde, ils vont donc pouvoir échapper, mais Nina Keïta a quel pouvoir? Comment peut-elle remplir fidèlement, mais surtout remplir efficacement ses fonctions de directrice générale adjointe de la société de stocks pétroliers, de la société qui gère les stocks pétroliers, le fonds pétrolier de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'elle peut gérer ça? Si elle doit faire des voyages à Paris, à New York, en Italie, parce que Eni vient de découvrir assez de milliards de barils, comment est-ce qu'elle va faire tout ça? Et si on se rend compte après que il y a eu des personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont donné des filles pour qu'ils soient violés, ou des petits garçons pour qu'ils soient violés, etc., alors eux aussi sont complices de crimes contre l'humanité. Donc ce n'est plus une affaire de non, on dit c'est un vieux là-bas pervers, il a fait ceci, c'est un woubi. Non, non, ce sont des crimes contre l'humanité.
violer des milliers de petits garçons et de petites filles, fait disparaître certains et certaines, c'est très grave. Donc cette affaire est en train de prendre des proportions incalculées. Et puis je vais tout à l'heure développer le volet en Côte d'Ivoire. Comment certains morts même sont arrivés. Le rôle que Nina avait auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Et surtout, le rôle que Nina avait auprès de Jeffrey, son rôle d'intermédiaire avec entre Alassane Dramane Ouattara et tout le gouvernement même de son oncle d'Alassane Ouattara, et aussi Jeffrey Epstein et certains acteurs véreux, des hommes d'affaires véreux qui ont vu que la Côte d'Ivoire était un pays troublé et ils ont profité pour y faire des affaires où ils ont ramassé des milliards en vendant des technologies qui vont causer beaucoup de choses. Je vais expliquer tout ça en détail pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Je rappelle au passage, vous souhaitez comprendre cette affaire, vous allez sur le site du département de la justice, vous tapez affaire Jeffrey, Department of Justice, Jeffrey Epstein. Vous allez, après quand vous êtes sur les failles, il y a 3 millions de dossiers, de documents. Tapez le nom de qui vous voulez, tous les dossiers vont sortir, vous pouvez les lire un à un. C'est ce que nous faisons. Nous faisons ces enquêtes journalistiques pour partager ces informations avec vous. Alors cette affaire, aujourd'hui, qui a pris des proportions, en tout cas jamais égalées, une affaire mondiale, c'est un crime contre l'humanité, parce que le monsieur, il a commis des actes partout, y compris en Côte d'Ivoire, mais la presse ivoirienne n'en parle pas. Ce qu'ils peuvent dire, c'est comment salir, comment dénigrer le président Tidjane Thiam. Voilà, donc les journalistes à l'étranger essaient d'en parler et expliquent aussi pourquoi en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas en parler. Écoutez. Quand j'achète un journal, c'est pour y trouver des informations. Mais si un journal censure, fait de l'autocensure, c'est-à-dire ne fait pas son travail, quand j'achète un journal, c'est pour y trouver des informations. Mais si un journal censure, fait de l'autocensure, c'est-à-dire ne fait pas son travail, pourquoi est-ce que j'irais acheter ce journal? Dès lors, les fonds publics, pourquoi va-t-on les investir dans une presse qui ne fait pas son travail? Ça, c'est une question. Puis deuxièmement, il y a un petit commentaire aussi, parce que à la bande à Carly, on a bien le commentaire, à l'attention d'Anne Ouloto. Je pense que ce matin, en découvrant le nouveau réveil, elle a dû avoir un petit sourire en coin, et je la comprends. Bonjour, Excellence, Madame la Ministre. Il y a de quoi, en effet. Quant à la presse bleue, je ne désespère pas que Yacouba Mbane me rappelle, peut-être en voyant cette émission, il va se réveiller pour nous dire pour quelle raison il n'a pas fait une ligne sur une information qui est sortie vendredi matin en France, à savoir que l'un des plus grands journaux français, un quotidien qui s'appelle Le Monde, qui existe depuis plus de 80 ans, en une, c'est-à-dire en une, c'est à la première page, c'est pas en page intérieure, en une, accuse Madame Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara, d'avoir été une entremetteuse d'un pédocriminel. Je précise que dans pédocriminel, il y a criminel. Et donc, une entremetteuse d'un criminel, c'est une complicité directe. Alors, nous, sur le papier, je dis pas que Le Monde a raison, je dis, j'en sais rien. Moi, j'ai téléphoné à la bande à Carlyle et à son chef, Carlyle, ici présent vendredi matin, pour l'alerter sur un événement de presse majeur, qui est aussi comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une poupée dans la poupée. Voilà pourquoi. D'abord, il y a le factuel, c'est-à-dire le journal Le Monde qui ose en une, plus 5 papiers en page intérieure, accuser la nièce du président Ouattara d'être une entremetteuse d'un pédocriminel. Mais en plus, le journal Le Monde, c'est un journal qui jusqu'à présent, peu ou prou, a toujours défendu Alassane Ouattara. Et ce revirement de presse, de la presse française, d'un titre qui était l'un des derniers à encore soutenir Ouattara, c'est une information passionnante qui intéresse beaucoup
une émission comme la bande à Carlyle. Alors de deux choses l'une, où on traite et on fait notre métier, ou alors on fait comme Denis Casion, et puis alors là c'est pas la peine de faire de la télé. Il y a des gens à Abidjan qui font ça beaucoup mieux que nous, ils ont plus de moyens, par exemple NCI, que je salue. Voilà, donc les poupées russes, on n'a pas parlé de la première poupée, ça je laisse le soin aux d'autres parce que j'ai suffisamment parlé. La première poupée, c'est l'affaire Epstein, c'est une affaire épouvantable dont on ne mesure pas la portée au moment où nous parlons. Bien, merci Norbert. Donc pour résumer, d'après les fichiers rendus publics par le département de la justice américaine sur l'affaire Epstein, comme vous l'avez évoqué, Nina Keita, qui est la nièce du président Ouattara, qui est l'actuelle DGA, directrice générale adjointe de l'entreprise publique chargée des stocks pétroliers, aurait entretenu une correspondance pendant plusieurs années avec ce financier américain condamné pour incitation à la prostitution de mineurs. Excusez-moi, aurait. Il n'y a pas de aurait. Les mails sont disponibles sur la page du département de la justice. C'est la plus grande justice des États-Unis. C'est la plus sérieuse justice des États-Unis, du monde entier. C'est la justice américaine. C'est la justice britannique. Là-bas, que vous soyez président ou pas, de Donald Trump même, on l'a affiché, il a été en prison. Donc, quand on a ces informations, on ne parle plus de aurait. On ne parle plus au conditionnel. On peut parler au conditionnel quand c'est un article de journal qui est paru dans un journal là-bas sombre. Ce qui est grave, vous avez écouté M. Robert Navarro, il y a eu 5 pages dans le journal Le Monde. En plus, l'affaire était à la une du journal. La photo de Nina Keita que vous avez vue, cette photo-là, elle était à la une et elle était à l'intérieur et l'article couvrait 5 pages. Et jusque-là, les gens ne s'en rendent pas compte. Vous savez, le métier de journalisme, quand on le fait, quand on sort une information, ça veut dire que on a plus, on sort ce qu'on appelle un teaser. Ça veut dire une petite partie pour voir comment l'opinion, comment les lecteurs vont réagir. C'est la même chose lorsqu'on fait la télé. On donne une petite partie et on attend de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce que Nina Keita va sortir? Parce qu'ils ont cherché à la contacter pour avoir excusez-moi. Voilà. Ils ont cherché à avoir ils ont cherché à voir. Norbert Navarro, pardon. Voilà. Ils ont cherché à avoir sa version et Nina Keita a donc refusé. La geste aussi a refusé. Nina a refusé. La présidence ivoirienne a refusé de donner sa version. Donc, ils ont publié l'article. Vous vous souvenez de cet article sur Ahmed Bakayoko, sur le narcotrafic, cette affaire de Vice. Et je vais donner aussi des éléments. En tout cas, si vous n'avez pas sommet, on a fait 54 minutes, on est là. Je vais donner des éléments. Parce que même la main de Nina même est encore dans tout ça là-bas. La main de Nina et de Jeffrey là est là-bas. Vous n'allez pas comprendre. Donc, si on sort et que tu ne dis rien, mais qui ne dit rien, il consent, c'est que tu es coupable. Elle pense que en jouant, voilà, en cherchant à gagner du temps, l'affaire là va monter, c'est un buzz, parce qu'ils ont cru que c'est un buzz de Côte d'Ivoire. Ça va monter, après les gens vont oublier, ils vont passer à autre chose. C'est un buzz. Non. C'est pas un buzz de Côte d'Ivoire. L'ONU même est en train de rentrer dans l'affaire. L'ONU dit c'est constitutif de crimes contre l'humanité. Ça veut dire qu'il va y avoir des enquêtes qui seront ouvertes. Et vous savez que cette affaire de Cour pénale internationale, mais ils ne vont pas aller attraper Netanyahou, ils ne vont pas aller attraper Donald Trump, ils ne vont pas aller attraper les grands. Mais c'est les petits poissons là, les Nina qui se croient tout puissantes en Côte d'Ivoire, en réalité, elle n'est rien. Et c'est elles qui vont venir prendre. Voilà, maintenant, c'est important aussi ce que c'est Norbert Navarro l'a dit. Le monde soutenait Alassane Ouattara. Je me rappelle que ça m'a tellement énervé que quand à l'époque je voulais m'informer sur la Côte d'Ivoire, je ne lisais même plus. Parce que c'est eux qui chantaient les louanges d'Alassane Ouattara avec Jeune Afrique. Parce que tous les journaux de la gauche, que ce soit Libération, que ce soit
Mediapart, que ce soit aussi l'Humanité, mais ils descendaient Ouattara dans tous les numéros. Mais le monde ne faisait que encenser Ouattara. Il ne disait que du bien de lui. Et ils veulent dire quoi? Que c'est parce que, oui, ils n'ont pas gagné quelque chose qu'ils viennent le salir. Non, mais ça, c'est une affaire mondiale qui ne fait que commencer. Ils ont attrapé Andrew, mais vous pensez qu'on le libère demain et puis c'est fini? Non, Andrew va faire la prison. Il va faire la prison. Il y a beaucoup de gens dans cette affaire qui vont se retrouver en prison. Il y a, en tout cas, les justices de tous les pays sont en train d'ouvrir des enquêtes. Regardez certaines personnes, par exemple, vous avez des artistes, hein, il y a même la fille là, de Jay-Z là, comment elle s'appelle, peut-être écrivez son nom, on a Mike Jagger, on a les autres artistes, tout ce monde, ils ont eu des informations, ils ont eu des contacts avec le monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, on ne sait pas, mais je peux vous dire que tout ça, ça va sortir, tout ce qui est cru sera décru. Voilà, Beyoncé, tout ça là, ils ont eu des contacts avec lui. Alors donc, il ne faut pas que le RDA pense que ouais, c'est Tidiane Thiam, ça dit tout le malheur c'est Tidiane Thiam. Non, c'est Tidiane Thiam qui est en train de monter les gens contre Ouattara. Mais Tidiane Thiam peut faire quoi dans une affaire où les Donald Trump même, il s'en va en guerre. Parce que il veut qu'on n'a qu'à l'oublier un peu, ils n'ont qu'à arrêter de parler de lui un peu. Mais Tidiane Thiam, il peut faire quoi dans ça? Une affaire où on arrête même le prince d'Angleterre là. Et ce Tidiane Thiam là, il est plus puissant que le roi Charles. Le roi là pouvait dire que son frère ne va pas en prison, mais il n'a pas dit ça parce qu'il sait que dès l'instant qu'il dit ça là, son royaume là, ça tombe. Donc c'est une affaire très grave. Donc Ouattara ne peut pas couvrir, ce n'est pas une affaire des Ivoiriens où vous allez commencer à mentir, tromper un peu les gens. On crée quelques buzz sur NCI, Live TV, ouais, PDCI par-ci, PDCI par-là, Valérie Yapo, ils ont tenté toutes les distractions possibles durant cette semaine et l'autre semaine. Sorti les Valérie Yapo, les ceci, les cela, Téné Brahima, ouais, il est l'homme le plus beau de Côte d'Ivoire, il est l'homme le plus puissant de Côte d'Ivoire, ceci, mais aujourd'hui là, tout ça c'est zéro. Au minimum, le régime RDA aujourd'hui est sali à jamais. Voilà, donc je suis allé fouiller un peu et vous allez regarder ces images avec moi et on les commente. Voilà, voilà, regardez ça. C'est la belle vie à Abidjan. Est-ce que vous avez reconnu le monsieur? Il s'appelle Marius Komwe. C'est donc un journaliste, un journaleux à la chaîne Live TV qui appartient à Fabrice Awignon. Et Fabrice Awignon, vous savez qu'il est un des communicants d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez la voiture qui roule. Hein. C'est une voiture chinoise. Une Shangon quelque chose là. Une 4x4 Shangon X55 qui coûte pas moins de 15 millions de francs CFA. Regardez ce monsieur. Quelqu'un qui il va s'asseoir tous les soirs sur un plateau et puis il raconte sa vie. Il peut s'acheter une voiture de 15 millions. Donc ça veut dire qu'on est très bien payé là-bas à Live TV. Ouais, c'est une voiture chinoise de 15 millions, entre 10 et 15 millions. Avec 2 téléphones sur sa table, c'est un homme d'affaires prospère. Alors, il y a des gens qui sont allés lui poser des questions. C'est sur TikTok, j'ai vu ça. On dit, mais on comprend maintenant, on comprend maintenant, sinon Kolo, il jamais acheté ça. Il peut jamais acheter ça. On comprend maintenant, sinon Kolo ne peut jamais acheter ça. Il répond pas, ta pauvreté n'est pas partagée par tout le monde. Ça dit que si toi tu es pauvre, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas pauvre. Il dit après que lui, il ne mange jamais à la table d'un roi. Il n'a jamais mangé à la table d'un roi. Mais ce sont des mensonges. Voilà des gens qui sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien. Allez raconter des mensonges. Mais le peuple ivoirien n'achète plus ça. Ça ne passe plus. Quel était le rôle de Nina Keïta dans les nominations peut-être de ministres? Vous allez comprendre des choses. Vous vous rappelez de ce monsieur? Il a subi le calvaire jusqu'à ce que mort s'en suive. Charles Dibi Kofi. Voici donc des mails. Charles Dibi Kofi, pardon, c'est plutôt Nina Keïta qui va écrire à Jeffrey Epstein. Nous sommes le 3 février 2012. Vous vous rappelez qu'en 2011, c'était des affaires d'invitation en Côte d'Ivoire, suite présidentielle, suite ministérielle. C'était Sadia qui devait le rencontrer à Paris
C'était au mois de mai. Ils vont se rencontrer 3 mois plus tard en août à Paris. C'était la petite sœur de Sadia qui devait venir. C'était une visite à Abidjan pour discuter business, des affaires. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Nina Keita échange ici un mail encore avec Jeffrey. Et elle dit en substance ceci: Hello Jeffrey, I know it is silly. I briefly told him yesterday. Le him là, elle parle de Charles Dibi Kofi. I briefly told him yesterday about your friend and I could tell he felt bad. He's going to DC today for meeting and I don't think he was supposed to come back to New York, but now he will for sure Monday if you can arrange the meeting. I know it was just a stupid game that he was trying to play, but can you please try to do it? I still would report what happened. He called me yesterday. I gave his assistant my number last week and I told him, oh, Jeffrey left, but he wanted to introduce you to his friend who has 20 billions to invest. That's the reason why I kept telling you that he wanted to meet. I think it was already a torture for him. Please, Jeffrey, can you ask for a meeting on Monday? I'm asking not for him, but for my uncle. Donc, Nina Keita est en train d'échanger avec Jeffrey Epstein à propos du ministre Charles Dibi Kofi. Dans le message, vous comprenez que Nina Keita donne des ordres. Elle donne des ordres au ministre. Elle dit en substance, voilà, j'ai dit qu'il est même, c'est quelqu'un qui est bête. I know it is silly. Voilà, je sais que c'est bête. Mais je lui ai dit brièvement hier, je lui ai parlé de ton ami. Je vais montrer cet ami tout à l'heure. Il partait à Washington DC aujourd'hui pour une rencontre. Et bon, il n'était pas obligé il n'était pas supposé retourner à New York. Mais il le fera. Il va venir. Si vous avez une petite fille, nous sommes en 2012, hein, quelques mois après la prise de pouvoir par Alassane Draman Ouattara. La nièce d'Alassane Draman Ouattara, qui n'a aucune formation académique, qui n'a jamais travaillé dans le gouvernement, qui donne des ordres à un ministre de la République et de surcroît, le ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, le meilleur ministre de l'économie et des finances de tout le continent africain. Charles Dibi est resté sûrement pour faire honneur au président Henri Konan Bédié, son beau-frère. Regardez comment il était traité, comme un moins que rien, par des Poclais, par des moins que rien. Vous allez dire non, on ne voit pas de nom. Je vous explique tout ça en détail tout à l'heure. Et puis il dit quoi? Je l'ai appelé hier. J'ai donné, I gave his assistant, c'est-à-dire, he called me, c'est-à-dire, il m'a appelé, le ministre là même là, il m'a appelé hier. J'ai donné mon numéro à son assistant la semaine dernière et je lui ai dit, oh, Jeffrey est parti, mais il souhaite te présenter son ami qui veut investir 20 milliards. C'est la raison pour laquelle je continue de te demander de le rencontrer, de Jeffrey Epstein. Et le ministre Charles Dibi Kofi va refuser catégoriquement de rencontrer Jeffrey Epstein. Et Charles Dibi Kofi va refuser. Nous sommes en 2012, le 3 février 2012. Je rappelle qu'en 2008, Jeffrey a été arrêté et condamné à de la prison en Floride. C'est la police de West Palm Beach, une police de la ville, la police locale, qui l'arrête pour avoir sollicité des faveurs sexuelles à des mineurs. Donc Charles Dibi Kofi s'est sûrement renseigné sur le personnage et il a compris que ce gars c'était quelqu'un qui était donc un homme infréquentable. Donc Nina insiste, vous voyez dans le message qui date du 3 février, elle dit qu'elle insiste pour qu'il rencontre Jeffrey, mais Charles Dibi il dit non, il ne va pas le rencontrer, il ne lui a pas dit mais il l'a pas fait. Voilà, et bon, je pense que c'était déjà une torture pour lui. Voilà, mais please, Jeffrey, il faut réorganiser la réunion encore. Il va revenir à New York. Je lui ai dit qu'il revient à New York. Et pour ça, il va venir rencontrer ton ami.
Alors, je vous explique en substance de quoi il s'agissait. Lorsqu'Alassane Draman Ouattara prend le pouvoir, Charles Djiby Kofi, dans le premier gouvernement de Guillaume Soro, ensuite avec Aoussou Kwadjo Janot, il est le ministre de l'économie et des finances. Il était le meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique. Donc, il garde son poste. C'est lui donc qui va recevoir les premiers fonds qui arrivent, le fonds présidentiel d'urgence, etc., qui commence à travailler. Alors, il y a des gens qui sortent de partout, comme cette petite Nina, qui vient lui donner des instructions pour qu'il rencontre ce monsieur. Mais en réalité, ce n'est pas Jeffrey lui-même. Voici le monsieur que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Charles Djiby Kofi devait rencontrer. Souvenez-vous que déjà, Nina a fait le contact et que le fils d'Alassane Draman Ouattara est allé rencontrer Jeffrey avec sa femme. Jeffrey va venir en Côte d'Ivoire en 2012. Ça, nous sommes au début 2012, il n'est pas encore venu. Il va rencontrer Alassane Draman Ouattara lui-même à New York. Il va venir en Côte d'Ivoire croiser Ahmed Bakayoko. Mais Charles Djiby Kofi refuse de le rencontrer. Et surtout de rencontrer ce monsieur. Qui est ce monsieur? Il s'appelle Léon David Blake. Né le 31 juillet 1951, il était un investisseur private equity, c'est un investisseur privé dans des entreprises américaines. Il a été le directeur général de la compagnie Apollos Global Management, which he co-founded in 1990. Il a créé ça en 1990 avec Mark Rowan et Josh Harris. Blake était le directeur exécutif du musée des Beaux-Arts, voilà, je ne sais pas si c'est de New York, de 2018 à 2021. Blake a démissionné de son poste d'Apollo Global Management et du poste de directeur exécutif du musée des Beaux-Arts on va dire, à la suite de l'affaire, voilà, l'affaire sexuelle de misconduite, c'est-à-dire de mauvaise conduite sexuelle. C'est-à-dire que ce monsieur participait aussi au scandale de Jeffrey, c'est-à-dire il cherchait aussi les petites filles que Jeffrey donnait, il participait au fait que Jeffrey organisait dans sa maison de Floride et sur son île privée. Donc c'était un grand homme d'affaires mais aussi un criminel sexuel. Et donc après ces révélations en 2019, on a aussi relevé qu'il a payé 158 millions à Jeffrey Epstein. On ne sait pas pourquoi. Donc Jeffrey parle de ce monsieur à Nina. Il lui dit qu'il veut investir beaucoup d'argent, jusqu'à 20 millions de dollars. Et Nina court parler de ça à son oncle. Et surtout, elle force le ministre de l'économie à aller rencontrer ce criminel sexuel aussi, parce que lui aussi, il a été prouvé qu'il était dans le réseau de Jeffrey. Il n'est pas en prison, mais ça a été prouvé. Et Charles Djiby se refuse à rencontrer le monsieur. Nina va le traiter de tous les noms, jusqu'à elle force la secrétaire de Charles Djiby à ce qu'il dise à son patron de l'appeler à elle. Mais elle était qui? La nièce d'Alassane Ouattara, elle est qui? Elle n'est rien. Ni même dans la Côte d'Ivoire, à plus forte raison dans le gouvernement. Et elle lui crie dessus, elle le traite de stupide. Voilà, il a fait des cauchemars, ceci, cela. Charles Djiby Kofi va rester droit dans ses bottes et ne va jamais accepter de rencontrer Jeffrey Epstein, encore moins de rencontrer Léon David Blake. Donc, Nina va dire en substance à monsieur Charles Djiby, je vais en parler à mon oncle. Elle a dit, je vais en parler à mon oncle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nina va aller rapporter à Alassane Ouattara qu'elle a des amis, Jeffrey, que Ouattara lui-même avait rencontré, à quelqu'un qui est prêt à investir 20 milliards de dollars en Côte d'Ivoire, mais que son ministre refuse de croiser cet investisseur. Nous sommes en mars 2012. En novembre 2012, Charles Djiby Kofi va perdre son poste de ministre de l'économie et des finances. On va le jeter au ministère des Affaires étrangères. Et tenez-vous bien, à la place de Charles Djiby Kofi, qui sera nommé, c'est le clerc là, voilà, qui est, je crois qu'il est ministre de l'économie. Non, c'était un autre, il est au Parlement maintenant. Mais lui, il n'est que ministre de l'économie et des finances.
Alassane Ouattara pour traiter avec ses amis, c'est-à-dire les gens que les Nina envoient en Côte d'Ivoire, les investisseurs véreux, les Libanais, les les Marocains, les Turcs, tout ce monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un autre ministère. C'est le ministère délégué, le ministre délégué aux affaires, au budget et de la participation de l'État. Ministre délégué au budget et aux participations de l'État. Et vous savez, il va nommer bien sûr un jeune qui était très calme, bien élevé, bien éduqué. C'est notre Abdraman Cissé, qui, ma foi, je ne l'implique pas dans ça. Vous voyez, ça dit, Nina se plaint de Charles Dibi. Donc, le prochain remaniement, on va chasser Charles Dibi du ministère de l'économie et des finances et on nomme un ministre de l'économie, mais on va nommer à côté un ministre délégué au budget et aux affaires et aux participations de l'État. C'est-à-dire les parts de l'État dans les entreprises. Et on va nommer qui? Abdraman Cissé, qui avait été directeur de cabinet de Kabaniale et qui après s'est retrouvé conseiller, je crois qu'il était conseiller d'abord avant d'aller chez Kabaniale. Et donc on va le nommer ministre délégué au budget et aux participations de l'État. Et donc ce gouvernement, ce ministère, comme c'est un ministre qui est jeune, il va s'entourer de jeunes. Il y a la fille de Guédi Kobena qui se trouvait en Suisse, qui va être appelée comme conseillère technique. Mais surtout, Nina Keïta, qui jusque-là n'avait aucune fonction officielle, mais qui donnait des instructions, des ordres au ministre, va être nommée aussi conseillère technique chargée de la communication. Hier, je vous parlais des cours qu'elle a eu à faire. Portefeuille de l'État. Voilà, portefeuille d'État, pardon, voilà, ce que vous voulez. Vous avez compris, c'est l'essentiel. Alors, n'oubliez pas qu'Abdraman Cissé est de Goldman Sachs, donc il connaît un peu ces gens de la finance. Donc son rôle, c'est de faire venir des investisseurs ou les gens lui présentent des investisseurs. Il leur montre là où ils peuvent investir. Par exemple, dans les mines, l'État a des parts, il y a une participation de l'État dans ces mines. Que ce soit dans le pétrole, il y a une participation de l'État. Donc, Nina est conseillère technique là-bas. C'est elle qui s'occupe de la communication. Donc, elle a un titre officiel maintenant. Elle peut aller faire des rencontres au nom de l'État de Côte d'Ivoire pour envoyer, soi-disant, des investisseurs en Côte d'Ivoire. Alors, on va continuer la lecture de nos documents. Et je reviendrai un peu sur Charles Dibi Kofi lorsqu'il est débarqué du ministère de l'économie et des finances parce qu'il refusait de rentrer dans ces affaires louches, ces affaires qui avaient un peu des teintes criminelles. Alors, monsieur Blake ne va pas abandonner pour autant parce que le ministre Charles Dibi Kofi a refusé de le rencontrer. Ils ont été fâchés, Nina était fâchée, Jeffrey était fâché. Nina a rapporté à Alassane Ouattara qui a donc débarqué Charles Dibi Kofi de son poste de ministre. Est-ce que vous comprenez? Alors les affaires vont continuer. On va lire encore cet autre mail. Je rappelle, tous ces mails sont disponibles sur la page du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Vous pouvez vous rendre là-bas et vous pouvez consulter les mails, vous tapez et vous lisez, vous pouvez copier, faire traduire pour mieux comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire comprendre la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara, la gouvernance chaotique du RDR. Dans quoi est-ce que ce parti nous a mis? Alors on va continuer la lecture. Les messages entre Jeffrey et Nina. To G vacation from Nina Kay. C'est Nina Keïta. 4th of February. Le 4, deuxième mois 2012. Quelques jours après. I just hear back from there. C'est-à-dire, je viens d'avoir un retour de, c'est-à-dire des gens d'Abidjan. Je suppose que Nina se trouvait aux États-Unis. They are finally leaving tomorrow night, Washington, D.C. for Abidjan, due to a meeting with a World Bank delegation in Abidjan. Bon, c'est Abidjan, voulait dire, in Tuesday. I'm really sorry for the inconvenient cause. I am talking to my uncle. C'est-à-dire, je vais parler, parce que Charles Dibi Kofi
a prétesté qu'il a une rencontre avec une délégation de l'ONU, pardon, de la Banque mondiale, qui arrive à Abidjan, donc il doit partir, donc il ne pourra pas les rencontrer. Voilà comment il s'est soutiré, il s'est soustrait de cette affaire. Parce que sûrement qu'il a mené des enquêtes, il savait que c'était des criminels, des gens qui n'étaient pas sérieux. Donc, Nina lui dit qu'ils sont partis à Abidjan, voilà, parce qu'ils ont une réunion le mercredi, pardon, le mardi. Et voilà, je suis vraiment désolé pour l'inconvénient que ça a créé. Je vais parler, ou bien je parle avec mon oncle cette nuit. And I will let him know what happened exactly. Et je vais lui expliquer, je vais parler à mon oncle. Est-ce que vous comprenez les gens qui tapent leur poitrine à Abidjan là? Tu sais qui je suis? Je vais dire à mon papa. Je vais dire à mon oncle. Je vais dire à mon oncle. Est-ce que vous voyez même un peu? Est-ce que essayez de mettre ça en perspective dans votre esprit? Je vais parler à mon oncle. Je vais lui expliquer exactement ce qui s'est passé. And what the minister missed by trying to be too arrogant. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de suivre ce live, je lis et je traduis pour vous. Nina Keita, nous sommes en février 2012. Elle n'est même pas encore allée faire son certificat à Columbia des cosmétiques, tout ça. Elle n'était que mannequin et elle était là, une des amies de Jeffrey avec qui elle voyageait dans son jet privé, le Lolita Express, qui sera racheté d'ailleurs par la Ouattara. Ça dit que c'était une fille de joie, une fille de la, voilà, les filles mannequins qui, elle est à Paris, elle fait le show, elle s'en va à New York, elle fait le show, elle est en Floride, elle fait le show. C'est une pelele, comme disent les Espagnols. Mais cette pelele là, son oncle est devenu président, elle menace maintenant même les ministres. Elle dit dans le mail, et on est en train de lire ensemble, quelqu'un ne va pas dire que c'est Isaac Kofi qui a fabriqué, je n'ai rien fabriqué. Elle dit, ça c'est au paragraphe, je crois 2, voilà. I am talking to my uncle later tonight, and I let him know what happened exactly and what the minister missed by trying to be too arrogant. Je parlerai à mon oncle et un peu plus tard cette nuit, et je lui expliquerai ce qui s'est passé et ce que le ministre a raté en essayant d'être trop arrogant, en se montrant arrogant, une petite fille de rien du tout qui traite le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi, et comment on appelle ça, qui est, elle dit qu'il est arrogant. Charles Dibi Kofi est arrogant. Voilà. I initially wanted to wait until I arrive in Abidjan, but this reflects poorly on my uncle, and I have to let him know now. J'ai voulu initialement attendre jusqu'à ce que je retourne à Abidjan. Ça veut dire qu'elle était soit à New York. Mais ça là, c'est trop, ça met mon oncle un peu, ça le met trop petit quoi. Ça rend mon oncle trop petit. Donc, je ne pourrais pas attendre. Je dois lui faire savoir ça. Comment son ministre là s'est comporté. Il devait rencontrer tes amis là. Il devait rencontrer M. Blake qui était prêt à aller investir 20 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Et sûrement qu'elle aurait eu sa part. Elle aurait eu de l'argent dans cet argent que eux voulaient investir. Mais réellement, vous allez comprendre. Je vais expliquer en détail. Tout ce qui est cru sera décru. Thank you very much. And I am truly sorry about what happened. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. This is very unprofessional. C'est très, c'est pas du tout professionnel. I'll let you know what he says when I'm done with him. Je te dirai ce qu'il va dire quand j'aurai fini avec lui. Ça veut dire que elle dit que elle va aller laver. Elle va aller laver propre Charles Dibi Kofi. Et quand elle va finir là, elle va venir dire à l'autre. Elle va venir dire à l'autre.
ce que lui, pourquoi il n'a pas accepté de rencontrer monsieur, et puis il dit, ouais, lui, la réunion, il doit rencontrer Banque mondiale, et puis il s'en va. Quelqu'un veut mettre 20 milliards. Mais ce sont des philomanes, des escrocs. Je suis en train d'expliquer. Thank you, Jeffrey. Sent from my iPhone on February 4, 2012. Voici donc le message de quelqu'un qui n'est rien du tout en train de menacer, d'insulter, de traîner dans la boue un ministre de la République parce que tout simplement le PDCI était dans cet accord avec le RDA. Et donc les cadres de haute valeur du PDCI qui ont accepté de rester et de travailler là-bas. Regardez comment on les traitait. Des petites filles, les petites nièces de Ouattara qui se lèvent pour insulter des ministres parce que c'est des gens qui ont accepté de servir leur pays et de travailler sous leur oncle. Et puis il y a une autre chose, hein. Vous savez Abdraman Cissé, je cours là avant de retourner en arrière. Abdraman Cissé, comment il a quitté la présidence? Il était le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Abdraman Cissé est parti parce qu'il ne supportait plus la nièce aussi d'Alassane Draman Ouattara, Massere Touré, qui passait son temps à lui donner des ordres, lui jeter des papiers. Mais il faut faire ça. Pourquoi depuis là, il y a tel monsieur qui appelle et puis voilà, c'est pas fait tant. Ce sont des professionnels, des gens qui ont travaillé dans des milieux où il y a des règles qu'on suit. Mais dans le gouvernement de Ouattara, c'est le chaos. Ça veut dire un Libanais véreux, comme par exemple celui d'Hassan Dakla, il peut prendre son téléphone et puis il veut parler à Ouattara. Et peut-être qu'il est occupé, donc il appelle la secrétaire à la présidence. Il dit vraiment, oui, on a j'ai envoyé tel dossier, jusque-là, c'est pas traité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et la secrétaire sait que si elle va vers Abdraman Cissé, lui, il prend son temps, il analyse les dossiers. Il est minutieux, c'est un polytechnicien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle va aller parler avec Masséré. Eux là, ils sont là pour l'argent. Donc Masséré, quand elle prend l'appel, elle se permet, elle qui est secrétaire général adjoint, d'aller savonner le secrétaire général de la présidence. Vous comprenez ça? Le monsieur ne pouvait plus, il a dit bon, c'est bon, je pars. Et c'est comme ça qu'il a démissionné, il a envoyé sa famille à Londres et lui-même il est parti à Londres. Et donc cette petite fille, cette petite pembèche de Nina Keïta, elle faisait la même chose avec les amis et les gens qui travaillaient chez son oncle. Il y a un autre mail qu'elle va échanger. Nina Keïta encore va envoyer un mail encore à Jeffrey. Là, nous sommes le 23 janvier. Oui, ça dit c'est le premier mail. Veuillez m'excuser. Ça, c'est le premier mail avant qu'ils vont aller. Elle lui dit, I am interested in the telecommunication to Nina. Pardon, c'est Jeffrey qui envoie. Ça, nous sommes au 23 janvier 2012. Avant donc le mail du 2 février et celui du 4 février 2012 où elle va traiter Charles Dibi Kofi de tous les noms d'oiseaux. Celui-là, c'est Jeffrey qui écrit I am interested in the telecommunication that your uncle and we discussed. Ça veut dire que Alassane Ouattara avait rencontré Jeffrey ou au téléphone, ils ont discuté déjà d'affaires sans même chercher à savoir qui était en face de lui. The banks that the finance minister has suggested. The stock market that the minister of mine has proposed. And of course, my new brother's better taste. Peut-être que vous n'avez pas compris. Ouattara a fait des propositions. Il lui dit que il peut investir dans le secteur de la télécommunication qui est très juteux en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas, télécommunication, s'il parlait de Orange et autres, ça veut dire qu'il était prêt même à donner une licence de télécommunication pour concurrencer Orange et autres. Les Français vont être très contents en apprenant ça. À Jeffrey, ou peut-être c'était le matériel qu'il devait acheter en Israël pour espionner, on parlera de ça tout à l'heure. Et donc, Charles Dibi Kofi, sans les rencontrer, avait dit, il y a des banques qui sont là, ils peuvent racheter des banques, ça serait une bonne affaire, ils peuvent travailler sur des banques, parce que pour lui, si ils viennent injecter de l'argent dans le système bancaire, cet argent peut servir à financer des entreprises locales. Donc il a fait une suggestion qui est tout à fait légitime. Et puis
le ministre des Mines, lui, parle des marchés financiers. Ça veut dire que le ministre des Mines ne peut pas parler de marchés financiers parce que c'est pas son domaine. Le ministre des Mines ne peut parler que des mines. Mais il ne peut pas dire, mais venez investir à la bourse, hein, c'est intéressant. Ça veut dire que ça a été dans un cadre privé que cette rencontre s'est passée. Cette proposition du ministre. Et ils ont fait des propositions pêle-mêle. Le ministre des Mines, c'était Sangofoa, non? Je pense, je sais pas qui était le ministre des Mines à l'époque. Ah non, je pense que c'était l'autre là, l'ami de Ouattara, Jean-Claude Brou. Je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, vous pouvez fouiller. En 2012, le premier gouvernement qui était le ministre des Mines, et lui propose d'aller investir en bourse. Ça, ce n'est pas son domaine. Mais bon, il a fait. Et donc ça, c'est le premier mail qui date du 23. Le deuxième mail, je crois, c'est celui-là, qui date du 4, non? Ça, c'est... Voilà. Voilà, il y a celui-là qui... Ça, c'est le 23. Voilà, on a celui-là qui date du 3 et le 4. Donc elle envoie des mails. Ah ok, merci Magali, merci, voilà, les Biaga Bouddha là, vous êtes trop intelligent. Aïe, voilà, tu as compris. Adama Tungara, un escroc notoire, un criminel financier de la rébellion. C'est Tungara, merci. Donc c'est Adama Tungara, Côte d'Ivoire. Ça dit c'est un gouvernement, ça dit... Peut-être vous dites que nous on est arrogants, et ceux-là ils parlent pas. Quand je suis en train de sortir les dossiers comme ça là, est-ce que vous-même là, si vous saviez tout ça là, est-ce que vous pouvez prendre des gens comme ça sérieux? Vous pouvez les laisser même gérer votre pays un jour. Adama Tunkara, ministre de l'énergie, du pétrole, ministre des mines de Côte d'Ivoire. Alors, Adama Tunkara propose à Jeffrey Epstein d'investir à la bourse. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà son argent qui est déjà en bourse. Il a déjà placé son argent. Donc si les gens viennent là pour venir mettre l'argent dessus là, lui va gagner beaucoup. Parce que dans le pétrole, lui il était déjà. Il avait des puits de pétrole. Il y a des sociétés qui travaillent avec lui, des sociétés américaines, canadiennes, etc. Donc peut-être qu'il ne voulait pas partager le marché avec de nouvelles personnes. Donc lui, il leur propose plutôt la bourse. Ça c'est Tunkara. Donc Jeffrey parle avec Ouattara, avec Tunkara, avec aussi Charles Dibi. C'est une conversation, voilà, au téléphone, puisque Charles Dibi après refuse de les rencontrer. Il était à New York, à Washington, à New York City. Il a refusé de les rencontrer et il a ses raisons pourquoi il ne les a pas rencontrés. Et le fait de ne les avoir pas rencontrés, ça a mis Nina Keïta dans tous ses états. Elle a traité de tous les noms d'oiseaux. Cette petite là que vous voyez ici là, elle ose insulter le ministre des Finances de Côte d'Ivoire. Alors finalement, Alassane Ouattara va débarquer donc Charles Dibi Kofi de son poste de ministre de l'économie et il sera nommé, c'est-à-dire quand Jeffrey commence à venir, voilà, les 2013-14 et il commence leur discussion, Charles Dibi est débarqué et on le met au ministère des Affaires étrangères. Alors la société du monsieur de l'ami, monsieur Léon David Blake, donc de Apollo Global Investment, va alors investir quand même quelque part en Côte d'Ivoire. Quel est l'investissement qu'ils vont réaliser? Voici. Ils vont prendre des parts dans cette entreprise. Je vais agrandir, on va lire ensemble. On fouille beaucoup pour vous permettre d'être informé. C'est l'agence Ecofin donc qui donne cette information et l'information date du 7 mai 2020. Donc le 7 mai 2020, il est rapporté que la compagnie listée sur ASX, je crois que c'est la bourse australienne, Apollo Consolidated, a conclu avec Ibaera Capital Fund un accord pour lui céder sa participation de 20% dans les projets aurifères Bagoué et Liberty en Côte d'Ivoire. Et le montant de la transaction est fixé à 4,5 millions de dollars australiens. C'est-à-dire quelque chose comme 2 millions, quelque chose comme ça. Donc de 20 milliards là, qu'elle disait là, c'est zéro. Il n'y a jamais eu 20 milliards qu'ils ont voulu investir en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont investi, peut-être c'est 1 million de dollars, 1 500 000 dollars, quelque chose qui est devenu
quelque chose comme 3 millions de dollars, 4,5 millions de dollars australiens. Ils ont vendu les 20% de leur participation dans 2 mines d'or en Côte d'Ivoire, Bagoué et Liberty. Selon les termes convenus, la cession serait soumise à la condition qu'Exor Resources, l'autre société donc détentrice de une autre société détentrice de 80% de participation dans les actifs, n'exerce pas son droit de préemption pour racheter les intérêts d'Apollo. Les deux parties avaient en effet conclu un accord. Si Apollo veut partir, il rachète. Donc, de 20 milliards, il n'y a pas eu d'investissement. Et la bourse, il n'y a rien eu. Télécommunications, rien. Monsieur Léon Blake, à travers sa société, n'a investi qu'environ 1,5 milliard dans 2 mines d'or. On leur a donné peut-être même cadeau. Et la société qui détenait plus de part, 80%, s'appelle Exor Resources. Donc, ils vont sortir en 2020. Ça veut dire qu'ils sont restés peut-être de 2013 à 2020. Ils ont vu que ce n'était pas rentable. Ils ont vendu et ils sont partis. Alors, Charles Deby Kofi est débarqué de son poste tout simplement pour avoir refusé. Parce que c'est ça que souvent vous posez des questions. Mais pourquoi celui-là on l'a chassé? Charles Deby Kofi a été chassé de son poste de ministre parce que Nina Keïta a demandé à son oncle, à Alassane Ouattara, c'est-à-dire le soir il est là, il boit son whisky et sa nièce appelle. Non, tonton, voilà, ton ministre là, mais il vaut rien, c'est un faux type. Il est venu, il y a les blancs qui veulent investir des milliards, jusqu'à 20 milliards. Moi, je lui ai parlé, j'ai fait les rencontres avec Jeffrey, tout ça, il devait les voir, il a refusé de les voir. Après, il dit qu'il s'en va à Abidjan, aller rencontrer les gens de Banque mondiale, elle est partie. Mais Charles Deby, on ne devient pas meilleur ministre de l'économie parce qu'on veut. C'est quelqu'un qui sait que ces gens comme ça, ce sont des plaisantins. Mais avec la Banque mondiale qui a donné des milliards et des milliards à la Côte d'Ivoire, un pays qui est en reconstruction, mais il devait être au rendez-vous pour les croiser et non pas rester aux États-Unis pour des rencontres parce qu'une pembèche, parce qu'elle est la nièce du président, en a décidé ainsi. Ce n'est pas possible. Alors, Charles Deby a débarqué, on le nomme ministre des Affaires étrangères. Je vais expliquer aussi une petite affaire. Charles Deby a encore maille à partir avec Alassane Ouattara, qui va le sermonner, il va l'insulter comme un petit garçon. En 2013, je crois que c'était en 2000, c'était quoi, 2015, la COP 21. Soro Guillaume se rend en France, à titre privé. Soro Guillaume est en France, et comment on dit ça, avant même le départ de Soro Guillaume, avant même ce voyage. Soro Guillaume est espionné à Abidjan. Avant ça, espionné à Abidjan. Il est espionné dans l'affaire de coup d'État au Burkina Faso. Nous sommes en 2015, où monsieur Victor Djendjere fait un coup d'État contre les autorités de la transition, contre le lieutenant-colonel Isaac Zinda et puis le président Kafando. Alors, Guillaume Soro, on l'entend parler avec l'autre général qui est à côté, le général Bassolé, Djibril Bassolé, qui était le seul général de gendarmerie du Burkina Faso à l'époque. Un proche de Blaise Compaoré qui avait perdu le pouvoir en 2014. Donc Guillaume Soro parle d'apporter de l'aide, etc. Vous savez comment Guillaume Soro a été espionné? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand il croise Jeffrey Epstein en 2013 à Abidjan, et c'est donc lui, bon, il y a le message là, j'ai oublié un paragraphe dedans, un dernier paragraphe. Et Jeffrey dit à Lolita que bon, il a parlé de Tunkaras, il m'a proposé la bourse, etc. Et il lui dit, I propose and of course my new brothers better taste, c'est-à-dire mes nouveaux frères. Et là, ce n'est pas mon nouveau frère, mes nouveaux frères. C'est-à-dire, et là, Jeffrey est en train de parler d'Ahmed Bakayoko. Leur bon goût, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont le goût. Le goût, c'est quoi? C'est les petites filles, les petits garçons. Il va venir à Abidjan parce qu'il a vraiment envie
d'arriver pour avoir au moins ces petites filles-là il va fracasser. Et donc là, il parle d'Ahmed Bakayoko. Donc, Jeffrey et Ahmed Bakayoko vont lier une amitié très profonde. Au point que, quand le matériel est acheté, lorsque le Premier ministre Isaac, comment il s'appelle, Ehud Barak, pardon, va venir aux États, il va venir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est aussi Nina qui a fait la connexion avec Jeffrey. Et Jeffrey a contacté Ehud Barak. Vous avez écouté hier RFI qui en a parlé, qui a dit, peut-être si vous voulez on va écouter encore, qui a dit mais un pays qui est troublé, etc. Est-ce qu'il y a des affaires là-bas? Il faut voir. Parce que Ouattara voulait acheter du matériel d'espionnage pour surveiller les opposants, principalement les pro-Gbagbo à l'époque. Ça, c'est en 2012, ils discutent de tout ça. Donc, 2013, ils vont en parler. Donc, quand il vient, il croise Ahmed Bakayoko, c'est pour ça, mais c'est en même temps aussi parce qu'ils ont le même goût pour faire les bêtises. Et Nina l'avait dit, il sait ce que tu aimes. Donc, depuis au moins 2012, il parlait des goûts, voilà, et le better taste, c'est-à-dire les bons goûts de mes frères, de mes nouveaux frères. Ça veut dire soit Bakayoko et une autre ou d'autres personnes. Mais ce qui importe, c'est que on va voir Jeffrey qui va déjeuner avec Bakayoko. Il y a une grande amitié qui va se lier entre les deux, au point que c'est Bakayoko qui va réceptionner le matériel d'espionnage. Le matériel d'espionnage a été vendu par ce monsieur que vous êtes en train de voir. Je vais vous donner le nom de ce monsieur et je vous dirai aussi le nom du matériel. Juste une petite minute. On mène des enquêtes. On cherche pour vous dire la vérité et rien que la vérité. Monsieur Shlomi Foggen. Monsieur Shlomi Foggen. Voilà. Shlomi Foggen était le directeur de la société qui a fabriqué le logiciel espion Pegasus. Donc quand Ehud Barak vient en Côte d'Ivoire, c'est donc le logiciel, ils vont discuter pour avoir du matériel, donc c'est Pegasus qu'ils vont acheter à des milliards pour espionner les opposants. Le matériel est initialement confié, en tout cas en partie à Ahmed Bakayoko, et l'autre partie à Tene Brahima qui est à la présidence, qui gérait aussi un service de renseignement là-bas parallèle. Aujourd'hui, ils ont acheté Robin, Pegasus, ils ont enlevé, c'est le nouveau logiciel qu'ils utilisent pour espionner les opposants en Côte d'Ivoire, s'appelle Robin. Voilà, ça dit le voleur là, qui pataille Robin. Et donc ce logiciel, c'est l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la PLCC, le CNR, le renseignement donc de la gendarmerie, etc. Le GDD, quoi, c'est un service très discret que très peu de gens connaissent. Donc c'est eux qui utilisent ça, qui espionnent presque tout le monde. Mais quand Bakayoko reçoit, ça dit, il a tellement l'amitié avec Jeffrey que bon, il s'entend bien avec ceux qui vont livrer. Parce que Jeffrey c'est leur gars, voilà, lui, il rentrait partout de toute façon. Donc quand le matériel arrive, c'est Bakayoko qui réceptionne le matériel. C'est lui qui va commencer à faire travailler le matériel. Les Israéliens vont former. Hier, j'ai montré la photo du fils du ministre Lambert Konan Kwasi. C'est donc lui qui sera chargé de... bon, il s'appelait Stéphane Konan. C'est Stéphane Konan qui va gérer ce matériel pour espionner donc les opposants politiques. C'était l'homme de main, le bras droit d'Ahmed Bakayoko. Donc, Ahmed Bakayoko se rend compte que Soro Guillaume est son plus direct concurrent adversaire. Sûrement parce que Ahmed Bakayoko avait ce matériel, il avait la possibilité d'écouter presque tout le monde. Donc je sais qu'Ahmed Bakayoko savait que Amadou Gon Coulibaly n'avait pas assez de temps à vivre. Et que Ouattara, si vraiment il voulait se retirer, c'est donc entre lui et Soro Guillaume que la lutte allait se passer. Alors, Ahmed Bakayoko instruit, pas instrumentalise, il instruit, parce que
Stéphane Kona était, voilà, c'était comme un chef policier. C'était eux tous qui étaient au ministère de l'Intérieur, voilà, et là-bas, c'est eux qui traquaient les pro-Gbagbo au Ghana, au Togo, partout en Afrique, etc. Donc, Ahmed Bakayoko instruit donc Stéphane Kona de commencer à espionner Alassane Ouattara. Guillaume Soro avait dit un moment, si vous vous en souvenez, que ils ont même envoyé un espion algérien qui a fait comme, ouais, s'il veut faire coup d'état, ça c'est un peu plus tard, c'est quand l'affaire s'est gâtée, voilà. Donc, Soro, il a dit, oui, ok, comment on va le faire, etc. Et ils ont pris la cassette pour aller et donner ça à Alassane Ouattara qui a écouté, il a gardé une copie. Et donc, c'est Alassane Ouattara qui convoque Soro Guillaume et il lui fait écouter l'audio. Je pense que c'est là que Alassane, ou du moins Soro Guillaume a compris que sa vie est en danger. Il a été alerté de toute façon puisqu'il avait des gens qui étaient bon, de toute façon, eux, ils n'avaient pas le personnel. C'est lui qui a dirigé leurs forces armées, les forces nouvelles. Donc, forcément, il avait des gens qui étaient dans ces cercles qui l'ont informé et il a pu fuir très vite. Donc, Bakayoko va enregistrer Soro Guillaume. Et on va, au lieu même de faire écouter ça par Alassane Ouattara, c'était petit. Ça dit là, mais ils ont publié. Il dit, ils n'ont qu'à publier. Donc, tout le monde avait commencé à attaquer Soro que non, il était impliqué dans le coup d'état au Burkina, c'est un putschiste, surtout quand il a parlé le ministre là, ou bien celui qui est mort, je crois qu'il s'appelait Diallo. Bon, j'ai oublié le nom, que faut me laisser, je vais régler le compte d'une personne. Soro n'a jamais compris comment il a été enregistré, sûrement qu'il a su plus tard, mais c'est les hommes de Bakayoko, avec le matériel Pegasus acheté à ce monsieur, à la société de ce monsieur en Israël, à partir des négociations de Nina Keïta avec Jeffrey Epstein. Donc, il va faire le contact avec Ehud Barak, puisque chaque matériel israélien qui sort, le gouvernement doit donner son accord. Si le gouvernement israélien ne donne pas l'accord, on ne peut pas vendre ce matériel. Et donc, ils ont eu le matériel grâce au contact de Jeffrey avec Ehud Barak, qui a été ministre de la Défense, ancien patron du renseignement militaire israélien. Voilà, le Shin Bet, je ne sais pas si c'était Shin Bet ou bien un autre service très très secret même dans les IDF. Voilà, dans Sahel. Donc ils ont eu ce matériel. Donc Ouattara, il ne pouvait plus rien refuser maintenant à sa petite, à Lolita. Mais en fait, et Soro, après donc cette fuite, quand on écoute, on sent que l'enregistrement vient de là-bas, de la Côte d'Ivoire, c'est pas du côté burkinabé. Il a compris qu'il était traqué, donc il a commencé à faire attention. Et je pense que c'est depuis là qu'ils ont commencé à se méfier de Soro pour dire attention, c'est impossible, c'est un putschiste. On l'enregistrait et ils allaient faire écouter ça à Alassane Ouattara. Mais on va y arriver. Donc, Charles Dibi a débarqué en novembre 2012 du gouvernement. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Je pense la même année 2015, Guillaume Soro se rend à Paris, en France. Bon, il était en visite privée. Ensuite, il va participer à la... Bon, il était en visite privée. Je ne pense pas qu'il était allé pour la COP. On lui sert une convocation de justice qui doit se présenter parce qu'il y avait des plaintes. Il y a Michel Gbagbo qui avait porté plainte. Il y a aussi une autre personne là, la femme ou la compagne de eBay qui est en Belgique, je crois, qui a aussi porté plainte contre lui. Donc, Guillaume Soro dit, ben non, moi je ne peux pas me rendre au tribunal, je suis un officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Alors le juge envoie maintenant des personnes pour aller, un mandat d'amener, c'est-à-dire ils n'ont qu'à aller chercher Guillaume Soro de force, le menotter et puis l'envoyer au tribunal. Je crois qu'il a été averti, il a réussi à quitter. En tout cas, ils ne l'ont pas trouvé. Voilà. Ils ne l'ont pas trouvé chez lui. Alors, Alassane Ouattara va donc chercher, bon, je ne sais pas s'il a fait vraiment avec une bonne volonté, parce que si on avait pris Guillaume Soro, qu'il est sous contrôle judiciaire, non seulement c'est une honte pour le gouvernement ivoirien,
Mais en même temps aussi, ça peut dériver en même temps dans les affaires. Si Guillaume Soro, il y a une plainte contre lui de l'affaire de Michel Gbagbo qui dit qu'il a été torturé, de l'affaire de la compagne de IB qui peut dire que bon, il a été assassiné sous ordre de Soro. Pourtant, on a vu Soro à l'hôtel du Golfe en train de demander des instructions claires à Alassane Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? Les pauvres Gbagbo qui étaient en Europe, les gens pleins qui étaient là-bas, là, mais ils allaient saisir l'occasion même pour aller déposer des centaines, peut-être même des milliers de plaintes contre Soro. Et la CPI aussi va se saisir de l'affaire pour dire, bon, mais quand il finit là, il faut qu'il vienne nous expliquer certaines choses. Donc les histoires de Danane, bon, même pas, de Dwoku, etc., tout allait sortir. Donc Alassane Ouattara avait besoin que Guillaume Soro sorte rapidement même de là-bas. Il a dépêché un jet privé. Et maintenant, il a envoyé un document, une copie. C'est pas lui qui le fait, mais il demande à Charles Dibi Kofi. Il lui met la pression d'envoyer le document pour dire que Guillaume Soro était en mission officielle. Il était allé représenter la Côte d'Ivoire à la COP 20... c'était COP quoi là? Je sais pas si c'était COP 14 ou quoi, la COP de Paris. Donc Charles Dibi, comme il est, c'est quelqu'un qui était lent et tout, il a été un peu lent. Automatiquement, on lui demande de convoquer l'ambassadeur de France. Il lui parle, mais je pense qu'il n'était pas trop d'accord. Donc Ouattara, il a mal pris. Il a agressé le monsieur jusqu'à il a chassé encore de là. Mais comme il devait lui trouver un point de chute, ils sont allés le mettre maintenant au Conseil économique et social. Et on lui met la pression pour qu'il intègre le RHDP. À partir de 2018, il n'a qu'à quitter Bédié, comment l'ont fait l'autre voyou là, Siandou Fofana, parce que les deux ont marié des nièces de Bédié. Mais Charles Dibi a dit non. On a voulu maintenant l'accuser d'avoir détourné l'argent, d'avoir créé des sociétés dans des paradis fiscaux, jusqu'à le monsieur. Il est devenu tellement maigre, il pesait même plus 50 kilos, il est mort de chagrin. Voici un peu l'histoire de Charles Dibi Kofi. Mais le manque de confiance d'Alassane Dramane Ouattara envers Charles Dibi Kofi commence à partir d'un mail que Jeffrey Epstein va échanger avec Lolita, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, jusqu'au point d'appeler son oncle pour dénigrer Charles Dibi Kofi. Et sûrement aussi qu'il était sur écoute. Quant à Guillaume Soro, c'est le matériel que Nina Keïta a permis d'acheter en Israël qui va être utilisé pour traquer, pour espionner Guillaume Soro. Ensuite même, comme on appelle les proches de Guillaume Soro, jusqu'à il y a son directeur financier au Parlement, monsieur Lambert Yo, je crois, qui va être assassiné. Ça veut dire qu'il contrôlait tout le monde. On sait quand tu voyages, à quelle heure tu vas, ton téléphone te géolocalise en temps réel. Le monsieur revenait d'un voyage de Korogo, non, de faire que, boum, accident, il est mort. C'est comme ça, ils ont commencé à les traquer. Et je pense que quand il a compris qu'il voulait faire son troisième mandat illégal, je crois qu'il a renforcé ses services de renseignement à la présidence. Ils ont donné plus de pouvoir à Tene Brahima. Et ils ont créé un service parallèle à celui d'Ahmed Bakayoko. Vous voyez comment c'est mauvais dans la mafia. Ahmed Bakayoko espionnait les gens pour Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara n'avait pas confiance en Ahmed Bakayoko, au point que il l'espionnait aussi à son tour. Jusqu'à on va aller assassiner aussi l'aide de camp de Ahmed Bakayoko. Parce que lui, quand il est arrivé donc à écarter, même quand il voyait que Soro il avait mis un peu hors touche, il se positionnait maintenant. Ok, on va voir. Je vais voir si la vidéo, bon, très souvent je suis obligé de... Je vais voir, je pense que la vidéo doit être là. Voilà, juste, on va écouter la vidéo après. Je crois que c'était RFI. Voilà, qui est bon, c'est RFI qui a parlé de ça.
On va l'écouter. Je vais trouver ça. Donc je finis avec les explications. Et puis après, je vais mettre cette vidéo là de la Radio France Internationale qui parlait de l'affaire hier. Il faut en même temps aussi me rappeler. Voilà, il faut me le rappeler. C'est TV5. Voilà, c'est TV5 parle de ramifications diverses. Je pense que je vais trouver de la radio. Voilà, Radio France Internationale. Mais je viens. Soyez patients. Je n'ai pas encore fini. Parce qu'il y a tellement de choses. Cette bande mafieuse qui a pris ce pays en otage. Vous êtes en train de comprendre comment ça fonctionne. Le régime Ouattara. En réalité, on a affaire à une mafia. On a affaire à une mafia. Voilà. Ils fonctionnent comme des mafias. Voilà. C'est en fait, c'est une mafia. C'est pas comme des... Ils fonctionnent comme des mafieux. Alors, il faut que je retrouve la vidéo là parce que je suis obligé d'évacuer beaucoup de trucs chaque jour parce que j'ai tellement de vidéos. Donc voilà, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Sûrement qu'elle doit être là quelque part. Mais pour le moment, je ne l'ai pas ici à la vue. Mais je vais la retrouver. Je vais la retrouver pour que au moins les gens puissent comprendre. Parce que tout le monde entier et maintenant parle de cette affaire. Mais vous êtes en train de mieux comprendre comment est-ce que le système Ouattara fonctionne. Comment est-ce que ces mafieux-là, ils fonctionnent. On va revenir après. Peut-être que je vais retrouver la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bakayoko lui-même maintenant est espionné avec le même matériel Pegasus. Le Pegasus aussi, on a commencé à l'espionner. Malgré qu'il était proche de Jeffrey et tout ça, ils ont commencé à l'espionner. Les affaires de drogue, le coup d'état qui préparait, les enregistrements et surtout ils ont son aide de camp à qui ils ont demandé de faire des rapports. C'est-à-dire, vous voyez un peu comment c'est un peu sadique, méchant. Bon, j'ai déjà fait 2 heures. Le reste, on va continuer demain. Parce que j'aime pas trop, on va pas tout livrer. Quand le direct est trop long, les gens ne peuvent pas tout regarder. On va revenir demain. Ahmed Bakayoko espionne avec le matériel que Nina a permis d'acheter, Pegasus. Ahmed Bakayoko espionne Soro Guillaume. C'est-à-dire, l'erreur de Soro Guillaume, c'est que quand ils sont arrivés, comme il avait ses hommes dans dans l'armée, les forces nouvelles, ils les ont répartis, mais il n'était pas ministre de la Défense. Vous voyez, ils l'ont écarté, allaient le mettre au Parlement. Donc, il ne contrôlait plus directement les soldats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait plus accès à l'information. Parce que là, à l'époque, il était chef politique, les gens lui rendaient compte. Mais là, c'est dans un cadre privé colloquial que certains chefs de guerre qui sont devenus des chefs de l'armée venaient lui rendre compte. Ce n'était plus de façon officielle. Premier ministre, oui, il avait accès à ses comptes. Mais là, il n'avait plus accès à ses comptes directement. Alors, pendant ce temps, Alassane Ouattara crée donc un service de renseignement qui est dirigé par son frère, et il y a la DST aussi, un autre service de renseignement à la police, les renseignements généraux, la DST, qui reçoivent du matériel israélien pour espionner. Donc Alassane, du moins, et Ahmed Bakayoko comprend que son ennemi direct, excusez, c'est pas, voilà, j'enlève mon nom, que son ennemi direct là va être Soro Guillaume. Il faut le neutraliser. Vous voyez entre eux, c'est des mafieux, ça fonctionne comme la mafia. Nina peut dire que non, je vais tout faire, on va enlever ce ministre-là. Ahmed Bakayoko dit, il faut que je neutralise Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, il a pensé que peut-être en ayant des soldats, il était bien parti pour succéder à Alassane Ouattara. Mais Bakayoko s'est juré de le neutraliser avec le matériel israélien. Tene Brahima aussi se jure de neutraliser, ou bien lui et son père ou son frère, ils se mettent ensemble pour dire après on va s'occuper de Ahmed Bakayoko. Vous voyez comment ça roulait là-bas. Parce que Gon, eux ils savaient tous que Gon là, il ne va pas vivre longtemps. Il faut éliminer tout ce monde. Soro Guillaume, on va l'éteindre, si je peux dire ça ainsi.
en sortant les audios avec... il n'a pas parlé avec Djangiré, mais il a plutôt parlé avec l'autre général là, qui est à côté, qui est en bleu là, que vous voyez, le général Djibril Bassolé. Ça, ils ont... Qui? Posez-vous la question. Qui a enregistré les audios de la conversation entre Soro Guillaume et Djibril Bassolé? Et puis surtout, qui est venu les mettre sur la place publique? Posez-vous la question. Même si ça avait été réellement enregistré, on va dire comme ça, ils sont tombés dessus. Mais ça là, en exposant Guillaume Soro, on exposait la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui déstabilise les autres pays. Mais ils ont sorti ces audios. À votre avis, c'est qui? Est-ce que c'est les Burkinabés qui ont enregistré? Je ne pense pas. Parce que quand tu entends l'audio, ça vient de l'autre côté. Et sûrement, mais ils ont fabriqué de passer. Les audios sont allés jusqu'au FBI. Le FBI a dit, bon, c'est pas authentique. Il y en a qui sont authentiques, d'autres non. Bon, peut-être qu'ils ont fait des fabrications. C'est Stéphane Konan qui était le bras droit de Bakayoko qui s'occupait de ces coups bas. Et vous savez, est-ce que vous savez, peut-être qu'il y a des choses, il faut que vous compreniez. Est-ce que vous savez comment Sul Toussoul a été arrêté? Est-ce que vous savez comment les gens de Ouattara ont su qu'il y avait des armes qui étaient cachées dans la maison de la mère de Sul Toussoul à Bouaké en janvier 2017, quand il y a eu la rébellion des 8400? Parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé d'Abidjan, sûrement un des chefs militaires, que allez-y ici, un proche, je pense que voilà, peut-être même ça peut être Sul Toussoul ou un proche de lui, allez-y dans telle maison, il y a des trucs là-bas. Parce que Ouattara se préparait à envoyer la garde républicaine et toutes les forces d'Abidjan pour aller mater la rébellion à Bouaké. Parce qu'il s'est dit, Gbagbo n'a pas maté la rébellion, c'est pour ça que c'est une guerre. Ouattara avait peur, et les Bakayoko, tout ça, ils avaient peur que c'était une deuxième rébellion qui était en train de naître. Et donc Soro retournait dans la rébellion parce que soit il a vu qu'il s'est fait trahir parce qu'ils écoutaient les conversations de Soro Guillaume. Ils ont dit non, c'est pour la cybercriminalité. Non. C'était les opposants qui traquaient. Donc ils ont pensé que c'était une deuxième rébellion qui s'organisait pour venir chasser leur pouvoir à Abidjan. Parce que l'argent qu'ils ont promis, les 12 millions plus une villa, ils n'ont pas donné. Et donc, quand l'autre dit allez-y dans telle maison, à la piscine là, il y a du matériel là-bas, ils ont dit ah ok, d'accord. Donc ils sont allés, ils ont pris Sul Toussoul parce que tous ces gens-là étaient sur écoute. Et c'était qui? C'est Bakayoko qui le faisait. Voilà. Et donc c'est Ouattara qui est parti à Bouaké avec Donwaï. Ils ont pu gérer. Ouattara était allé au Ghana, il a fui un peu. Quand il est revenu, c'est Soro qui était à l'aéroport pour aller l'accueillir. Vous vous souvenez de cette affaire? Il y a eu aussi de l'autre côté. Donc je pense que là, il a commencé à comprendre que, attention, on doit être sur écoute. Et l'autre chose, c'est que Bakayoko lui-même, il va tomber en disgrâce. Je ne sais pas. Maintenant, c'est la chaîne alimentaire. C'est pas Soro Guillaume qui allait prouver à Alassane Ouattara qu'il est quelqu'un de fidèle. Donc, il va maintenant traquer, comment il s'appelle, Bakayoko? Non. C'est Téné Brahima Ouattara qui a compris que Bakayoko commençait à avoir trop d'influence. Il était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, après ministre de la Défense. Il fallait le neutraliser aussi. Surtout que eux, ils avaient un autre service. Il y a tellement de services de renseignement. Chacun espionne un peu. Il y a la DST, qui est un service de contre-espionnage, mais qui fait aussi de l'espionnage. C'est eux qui traquent, voilà, on te fait disparaître et tout. Il y a les gens de l'hôtel Sebroko, ça c'est un cadre totalement illégal. On peut t'enlever, on t'envoie là-bas 3 jours, on te torture seulement pour t'arracher des informations. Il y a le CNR, qui était dirigé même par le porte-parole de Ouattara, là, comment il s'appelle, Amadou Cimetière, non, c'est pas Cimetière, Michelet, qui a été dirigé aussi par Téné Brahima, le CNR, Conseil national du renseignement. Vous avez aussi DG, quelque chose, c'est un général de la gendarmerie qui dirige ça. Bon, les renseignements généraux, je crois que j'ai cité. Il y a aussi le deuxième bureau de l'armée,
beaucoup de services comme ça. Chacun espionne l'autre. Chacun espionne l'autre. Et il y en a aussi qui espionnent. Bon, pas il y en a, et tous ils espionnent les opposants. Donc celui qui envoie du bon matériel, on dit à toi c'est bon, on te donne on te donne plus d'argent. Jusqu'à ils ont fait venir Mangou Philippe de l'Allemagne pour aller le nommer à la tête de l'ANSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité des systèmes informatiques. Ils ont PLCC aussi, qui traque les gens. On dit non, c'est cyber. Non, ça c'est pour ceux qui parlent sur les réseaux. Quand tu parles, non, on te ferme. Donc, dans ce tohu-bohu là, chacun espionnait l'autre. Chacun espionne celui qu'il veut faire tomber. Bakayoko voulait faire tomber Soro. Mais lui, il ne savait pas que son plus grand ennemi, c'était le fioleur. Tene Brahima Ouattara, dit photocopie. On voit sa photo ici. Voilà. Tene Brahima, qui est en train maintenant d'émerger, qui est resté caché. Ça dit qu'il a joué très fin, il a été plus rusé que eux tous. Et aujourd'hui, vous le voyez là, regardez-le, homme le plus valeureux de Côte d'Ivoire 2025, vice-ministre de la Défense, vice-premier ministre de Côte d'Ivoire.